Bonjour, bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet, merci d'être avec nous ce midi. Il ne faut pas toujours avoir évidemment les yeux rivés sur les chiffres, mais regarder les tendances. Parce que si en décembre, le chômage n'a pas augmenté, les prévisions, elles, ne s'annoncent pas très optimistes. Les Français restent malgré tout optimistes, eux, pour eux-mêmes, plus que pour le pays. Pendant des années, pourtant, on a entendu, vous vous souvenez, Nathalie Kosciusko-Morizet, le discours de lutte contre le déclin de la France. Ça a été l'un des principaux arguments de la droite, d'ailleurs. Aujourd'hui, quel est le discours de l'UMP, en particulier sur l'emploi, mais aussi sur la société, l'environnement? On va parler de tout ça avec vous au cours de ce 12-13 dimanche. D'abord, l'image de la semaine, c'est un sourire. Celui de Florence Cassez, libérée après 7 ans de prison au Mexique. Sa condamnation pour enlèvement, séquestration, possession d'armes à feu a été annulée. Vendredi soir, elle a été reçue à l'Élysée par Valérie Trierweiler, puis par François Hollande. Comprenez-vous la mobilisation médiatique, mais surtout politique, autour de Florence Cassez? D'abord, on est très heureux qu'elle soit libérée. Et c'est vrai que à travers les années, il y avait quelque chose d'un peu personnel, presque d'un peu intime, qui s'était noué avec cette jeune femme emprisonnée. Ceci dit, je crois qu'il faut qu'on fasse la différence, et nous autres, les politiques, c'est notre responsabilité de faire la différence entre sa situation et celle des otages. Je dis ça parce que je trouve que parfois, dans le propos médiatique, il y a une confusion. Les otages sont otages parce qu'ils sont français. Florence Cassez a été mise en prison dans des conditions scandaleuses, avec un défaut de procès, mais il y a 3000 personnes qui sont emprisonnées, 3000 Français qui sont emprisonnés à l'étranger dans le monde, 20%, peut-être 2000, ouais. En tout cas 20% le sont dans des conditions qui sont très contestables sans savoir pourquoi. Et je crois qu'il est notre responsabilité à nous autres politiques, et je pense que le monde médiatique devrait relayer ça, de bien faire la différence entre ceux qui sont tenus otages parce qu'ils sont français, à cause de leur nationalité, et ceux qui sont tout simplement retenus dans des conditions scandaleuses qui doivent être dénoncées. Mais quand Brice Hortefeux, ce matin, dit et il reproche à François Hollande de n'avoir pas rendu hommage à l'action de Nicolas Sarkozy, il en fait une histoire politique aussi. Mais ça, c'est un sujet différent. Sur des sujets comme celui-là, on aimerait tout simplement un peu d'unité nationale, et chacun, en effet, le successeur peut reconnaître les efforts du prédécesseur, et ça n'enlève rien à ses propres... François Hollande a tendance à beaucoup gommer. On l'a vu sur son site internet, par exemple. Le site internet de l'Élysée a été entièrement transformé et on ne trouve pas trace des présidents de la République précédents. C'est un peu dommage dans un grand pays comme la France, dans laquelle il y a une continuité de l'État, surtout sur des sujets comme celui-ci. On va parler maintenant du modèle français qui est en sursis, parce que la fierté française pendant des décennies, ça a été l'automobile. Et puis aujourd'hui, quand on parle de Renault ou de PSA, c'est synonyme de 20 000 suppressions d'emplois à l'horizon des 5 années qui viennent. Les salariés de Renault et de PSA, d'ailleurs, se sont retrouvés pour manifester cette semaine. Est-ce que l'État doit intervenir pour sauver l'industrie automobile française? Et comment, surtout? D'abord, il n'y a pas de fatalité à ce que l'industrie automobile française meure. On a deux grands constructeurs qui ont des positions stratégiques différentes. Il faut qu'ils s'internationalisent. Et là-dessus, Renault est plus avancé que Peugeot. Mais enfin bon, ça bouge. Et puis, vous regardez les autres pays européens, ils ont des usines. Certains ouvrent même des usines. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nous? Eh bien, ce qui se passe chez nous, c'est deux choses. Il y a un problème de coût du travail, de charges sur les entreprises, et puis il y a un problème de gamme. Pour la montée en gamme, elle est en train de se faire. Pour les charges sur les entreprises, là, on est à l'envers de l'histoire. C'est peut-être en train de se faire aussi, non? Parce que quand, par exemple, le gouvernement prévoit 20 milliards d'aides aux entreprises dans le cadre du plan compétitivité, est-ce qu'on n'est pas dans ce que vous réclamez, justement? C'est un mouvement qui a été engagé, suppression de la taxe professionnelle, crédit impôt recherche, que d'essayer d'alléger les charges qui pèsent sur les entreprises. Mais le gouvernement revient plutôt en arrière par rapport à ça. Regardez, on avait fait la TVA anti-délocalisation, qui consistait à faire payer en fait une partie de nos charges sociales par les produits, et notamment par les produits importés. Le gouvernement revient en arrière, ce sera plus un allègement de charges, ce sera un crédit d'impôt, donc un truc compliqué, calculé au bout d'un an, une sorte d'usine à gaz. Ça va être de la charge administrative pour les entreprises, et puis surtout, il va le financer avec une TVA qui porte notamment sur les services locaux. L'hôtellerie, la restauration, les travaux dans les habitations. Donc au lieu de faire financer notre allègement de charges par en partie nos importations, on va les faire financer par le travail chez nous, du travail non délocalisable. C'est l'envers de ce qu'il faut faire. Reste que le chômage continue d'augmenter en France depuis 20 mois maintenant, plus 10% en 2012. Il y a 4 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi là, à ce jour. L'UMP, là-dessus, est un peu silencieuse sur la question parce que tout le monde s'est heurté au chômage. Quelle est la proposition de la droite aujourd'hui pour lutter contre le chômage? Je fais une proposition, il faudrait parler longuement, je fais une proposition très concrète. Soyez concret, oui. Vous regardez l'accord qui a été passé entre les partenaires sociaux. Moi, je pense que c'est un bon accord. Je pense que c'est un bon accord. Et vous le voterez?
Et je le voterai. Je voterai en l'état si le groupe socialiste ne l'amende pas, ne le déstabilise pas, ne lui enlève pas de sa substance. Mais je pense que c'est un bon accord. Il y a des avancées pour les entreprises. Par exemple, les accords compétitivité-emploi qu'on avait lancés avec Nicolas Sarkozy, qui consistent à s'organiser pour qu'en période de crise, de baisse de commandes, les entreprises puissent négocier soit une baisse de salaire, soit une baisse de durée du travail pendant quelque temps. Il y a des avancées pour les salariés. Par exemple, la couverture maladie universelle. Mais il y a des choses qui manquent. Il y a 2 choses qui manquent dans cet accord. Et ce sont mes propositions. D'abord, en fait, il y a rien pour les chômeurs. C'est un accord pour les gens qui ont aujourd'hui un travail dans des entreprises qui sont en difficulté et qu'il faut aider, qu'il faut accompagner, dans lesquelles il faut mettre de la souplesse. Mais pour ceux qui sont durablement tenus écartés du marché du travail, qui ont, par exemple, un défaut de formation, il n'y a rien. Aujourd'hui, on a des dizaines de milliards qui sont pour la formation professionnelle, pas utilisés pour les chômeurs. Et pas toujours transparent. Il n'y a que 10%, et pas toujours de manière transparent, avec des milliers d'organismes dont on ne sait pas trop comment ils fonctionnent. Aujourd'hui, il y a 10% des chômeurs seulement qui sont en formation. Et parmi ceux qui ont une formation, il y en a la moitié qui l'ont eu seulement au bout de 6 mois, et c'est des formations trop courtes pour être qualifiantes. Moi, je propose qu'on considère qu'un chômeur qui est en formation, en fait, c'est comme s'il avait un travail. Qu'on utilise l'argent de la formation professionnelle pour former tous ceux qui sont éloignés du marché du travail. Et puis, il y a une deuxième proposition, c'est que c'est les entreprises qui créent de l'emploi. Vous comprenez, les contrats d'avenir, tout ça, c'est toujours de l'emploi dans le secteur public. C'est les entreprises qui créent de l'emploi. Oui, mais ce sont des palliatifs. Mais les contrats de génération, parce que c'est financé avec un par jeune et un senior dans l'entreprise. C'est un peu une usine à gaz. C'est intéressant parce qu'il y a un allègement de charges à la clé, mais c'est un peu une usine à gaz. Il y aura des effets d'aubaine. Mais surtout, ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Alors il faut que le gouvernement arrête avec son discours agressif vis-à-vis des entreprises. Un discours qui fait fuir les entrepreneurs, un discours qui donne pas envie d'entreprendre en France. Parce que vous savez, votre proposition, il faut interdire la critique des chefs d'entreprise. Non, mais simplement, il faut choisir entre le discours de Sapin et le discours de Montebourg. Il faut être clair, il faut dire où on va. On a besoin de savoir où on va. Le gouvernement, il douche le chaud et le froid. Regardez. Une entreprise comme AXA, son patron disait l'autre jour dans une interview, voilà, moi, tous les nouveaux impôts qu'on met pour l'entreprise, c'est 176 millions d'euros d'impôts en plus. On va faire le crédit impôt compétitivité, a priori, on économisera 20 millions d'euros. Donc d'un côté, on me prend 176 millions, de l'autre côté, on me rend 20 millions d'euros. C'est illisible pour les entreprises, et tout ça assorti d'un discours très anti-entrepreneur. Ça fait que dans les 2 derniers mois, dans le monde des startups de l'Internet, par exemple, il y a eu une chute des investissements. Et les gens qui veulent créer vont créer leur boîte ailleurs. Le problème Même si la France reste attractive parmi les pays européens. Le problème, c'est pas les plus riches qui ont déjà de l'argent qui s'en vont. On doit se poser la question de savoir pourquoi ils partent. Et moi, je pense que c'est un souci. Mais le plus gros problème, c'est pas eux, c'est tous ceux qui n'ont pas encore d'argent, tous ceux qui peut-être n'en auront jamais, qui veulent réussir, tous ces jeunes qui partent. Les jeunes qui partent faire serveur à Londres, ils partent pas pour un problème fiscal, ils partent parce qu'ils ont l'impression que la réussite, c'est plus en France. C'est plus un état d'esprit qu'autre chose. Il est principalement là. Alors, voilà des propositions pour éventuellement l'avenir, sauf qu'aujourd'hui on est 8 mois après la défaite de Nicolas Sarkozy, 2 mois après le psychodrame aussi de l'élection à la tête de l'UMP, l'opposition se cherche encore. Quels sont aujourd'hui les paris de la droite? Françoise Fressoz du Monde nous rejoint. Bonjour Francis. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. À 39 ans, vous avez une vie politique déjà bien remplie. Vous êtes député, vous êtes maire, vous avez été ancien ministre et ancien porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy. Et vous avez beaucoup d'ambition. Mais dans l'opposition, tout devient un peu plus compliqué. L'été dernier, vous étiez candidate à la présidence de l'UMP. Vous avez dû renoncer parce que vous n'aviez pas le nombre de parrainages suffisant. Quand la guerre Copé-Fillon a éclaté, vous avez demandé, vous étiez dans les non-alignés, vous avez demandé un nouveau vote et ce nouveau vote va se produire en septembre. Donc ma première question est très simple. Serez-vous candidate à la présidence de l'UMP en septembre prochain? Aujourd'hui, je mets à l'UMP toute mon énergie à transformer les statuts pour faire de l'UMP, après la catastrophe de cet automne, un grand parti démocratique. Je veux dire un modèle de démocratie. Après, la catastrophe, c'est à cause des statuts? Oh bah, je crois qu'ils y ont été pour un peu. La catastrophe, c'est le fait d'avoir eu un duel. Moi, j'ai toujours dit ce que je pensais d'un duel. C'est forcément très agressif, c'est du face-à-face, c'est très personnel. On avait un système de parrainage qui n'a pas permis une multiplicité de candidatures. On a un parti qui, en plus, est organisé un peu trop pour le passé, un parti qui est très centralisé. Aujourd'hui, il faut le décentraliser. Moi, je propose de le réformer autour de 3 principes. La décentralisation. C'est pas par hasard qu'on a perdu toutes les élections locales depuis 10 ans. Hein. C'est pas nouveau. Il y a plus de 109, c'est ça? Pas assez. Et il n'y a pas assez. Il faut remettre des moyens humains, financiers, politiques, avoir des commissions d'investiture régionales, par exemple, au niveau local. Donc décentralisation. La deuxième partie, c'est collégialité.
on est tous d'accord, une primaire pour choisir le candidat à l'élection présidentielle. Et ben du coup, on n'a pas besoin de se choisir une seule tête pour diriger le parti. 2 têtes à l'UMP? Par exemple, au moins 2 têtes. Un au homme, moins une 2 femme têtes. Pourquoi? Parité ou pas? De préférence. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a la parité. Mais c'est pas ça l'enjeu majeur aujourd'hui. L'enjeu majeur, c'est la collégialité. Et puis, le troisième enjeu, c'est l'ouverture. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en fait très militants, par exemple sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas leur carte. On peut être militant sans être adhérent. Je voudrais que systématiquement, on mette en place des primaires ouvertes à chaque fois qu'il n'y a pas de sortant pour les échéances majeures. Dès qu'il n'y a pas de sortant et qu'il y a un débat sur la candidature, on met en place des primaires ouvertes. Et je voudrais qu'on le fasse vite. Alors là, vous parlez de l'organisation, mais je voudrais qu'on parle des hommes. Vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous serez candidate à la présidence de l'UMP? Je vous réponds, on ne sait pas encore quelle sera cette élection. Moi, je prône une direction collégiale. Certains voudraient une direction avec une seule tête. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur ce que ce sera l'élection, qui on choisira, pour que voilà, je vous dise, moi, ce que j'en ferai. Moi, je ferai valoir des idées comme j'ai fait valoir l'été dernier. Sur le plan Sous des quelle idées, forme, justement. je ne peux pas vous dire comment. Moi, je prône une direction, encore une fois, collégiale, pas avec une seule tête. Alors, sur le plan des idées, je voudrais savoir où vous vous situez. Jean-François Copé dit « Moi, j'assume la droite décomplexée ». Et puis, certains de ses lieutenants, Jean-Pierre Raffarin, d'autres encore, Luc Châtel, disent « Non, il faut faire un droit d'inventaire, il faut voir ce qui n'a pas marché dans la campagne, et peut-être qu'on est trop à droite ». Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes où? Je trouve que ces différentes positions ne sont pas forcément incompatibles. Moi, je suis sûre d'une chose, c'est que ce qu'on a appelé la droitisation, qui est une forme, à mon avis, de marketing de la demande. Ça ne marche pas en politique. C'est coller à la demande d'une partie de l'électorat. Je m'explique. Il y a deux choses possibles. Il y a le marketing de l'offre et le marketing de la demande. Le marketing de l'offre, c'est pas forcément génial, mais c'est dire, voilà, j'ai des convictions, je vais faire en sorte de les présenter de telle manière que vous puissiez y adhérer, que vous choisissiez mon projet. Bon, voilà, c'est légitime. Le marketing de la demande, c'est autre chose. C'est, je vais faire plein de sondages, et puis je vais voir ce que vous avez envie d'entendre. Et je vais vous le servir. C'est ça qui s'est passé à l'UMP et dans la campagne présidentielle? Moi, je trouve que ça a été un peu présent, en tout cas, dans la campagne pour la présidence et pour les mouvements cet automne. Sur la campagne présidentielle, c'est autre chose, pour moi. Nicolas Sarkozy, sa force, c'était une synthèse. C'était ça qui transparaissait en 2007. Et en 2012, c'est pas ça qui est apparu. C'était trop à droite. C'était trop à droite. Moi, j'ai vécu l'intérieur de la campagne. J'ai eu l'impression aussi qu'à chaque fois qu'on mettait en avant des choses qui étaient de l'ordre de la synthèse, qui ressemblaient à la campagne de 2007, elles étaient peu entendues. Mais on a forcément sa responsabilité, sa part de responsabilité dans la caricature dont on est. Et vous prenez votre part? Ah oui, je prends ma part. Oui. Alors, une question très personnelle. Oui, pour vous, maintenant, il y a une question très personnelle sur la femme en politique. Il y a un récent sondage, Le Monde Ipsos, qui dit que près de 9 Français sur 10 veulent un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. Est-ce que c'est pas une valeur très masculine? Est-ce qu'une femme comme vous a une chance dans cette demande? Enfin, que ce soit une femme, Françoise Fressos, qui pose la question en disant « les Français veulent un chef, donc ça ne peut pas être une femme », pardon, mais c'est fou, ça ne vous ressemble pas. Non, attendez. Alors, c'était pour passer, une question sur Paris. Oui, sauf que je veux répondre. Parce qu'il nous reste vraiment peu de temps. Sauf que je veux répondre. Il y a des hommes qui ne sont pas faits pour être chefs, comme il y a des femmes qui ne sont pas faites pour être chefs, et vice-versa. On ne va pas être désagréable avec les uns ou les autres, mais on pourrait citer des hommes. Et à travers l'histoire de France, on a eu des femmes qui ont été des chefs formidables, et des hommes qui ont été des chefs catastrophiques. On va passer à la bataille de Paris. Est-ce que vous serez candidate à la municipale de 2014 à Paris? Tout le monde cite votre nom et vous êtes dans les favoris. Il y a beaucoup, en ce moment, de Parisiens qui viennent me voir pour m'en parler. Et je n'en fais pas mystère. Les gens disent il y a des rendez-vous secrets et tout. Non, c'est pas vrai. Les gens qui me demandent rendez-vous, je leur donne rendez-vous au café. Et j'ai été jusqu'à en parler dans ma ville, à Longjumeau. Vendredi, on avait la soirée du personnel. Je l'ai dit, j'ai dit vous lisez les journaux, vous voyez, on en parle. C'est des choses dont on parle. Maintenant, aujourd'hui, l'urgence, elle n'est pas là. Elle est de mettre en place une primaire ouverte. On est tous à se poser la question, est-ce qu'un tel est candidat, est-ce qu'un tel est candidat Ben écoutez, les uns et les autres, ils répondent pas. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on mette très vite en place une primaire ouverte. On a changé d'époque. Quelle date vous voulez? Le plus vite possible. On a changé d'époque. Aujourd'hui, on ne peut pas être le candidat d'un parti, on ne peut pas être le candidat d'un groupe d'élus, on ne peut pas être le candidat choisi par le prédécesseur qui choisit son dauphin ou sa dauphine. On doit être le candidat des électeurs. Une dernière question. Si François Fillon y va, vous n'y allez pas? Je ne me pose pas la question en ces termes, en fait. C'est-à-dire? J'ai dit pendant plusieurs semaines, écoutez, il faut que François Fillon, qui est très attendu, dise sa décision. Je le crois toujours, mais je crois que de toute façon, on ne peut plus attendre pour mettre en place la primaire ouverte. À Paris et ailleurs, dans toutes les grandes villes, maintenant, on met en place la primaire ouverte, on donne un calendrier, il y aura une date limite
pour se présenter. Et puis ceux qui veulent se présenter annonceront leur candidature à ce moment-là. Parce que c'est pas un truc à décider entre nous, comme par le passé, vous savez, dans les arrière-cours, avec une vitrine jolie, mais derrière des discussions qui se font entre soi dans le secret des partis. Non, c'est pas comme ça. Ça se fait devant les électeurs. Les électeurs choisissent. Les électeurs choisissent leur candidat et ils l'accompagneront d'autant mieux. Et il aura d'autant plus de chances qu'on fera ça. Merci Françoise, surtout d'avoir posé la question des femmes en politique, ça m'a évité de la poser. Merci beaucoup. Nathalie Kosciusko-Morizet, le mariage pour tous, la manifestation cet après-midi des partisans du projet de loi qui viendra en discussion à l'Assemblée nationale mardi. Plutôt que le mariage, vous proposez une alliance civile qui donnerait à peu près les mêmes droits, mais on ne parle pas de mariage dans ce cas-là. Et Annick Le Petit, députée PS de Paris, vous reproche plutôt sur ce point de louvoyer. On va l'écouter, elle vous pose une question. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Le débat sur le mariage pour tous, le projet de loi, arrive ici à l'Assemblée nationale mardi prochain. L'objectif de cette loi, c'est l'égalité des droits entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Or, vous avez déposé et défendu en commission des lois un amendement qui crée une alliance civile réservée aux couples homosexuels. Pourquoi créer un contrat spécifique pour les couples homosexuels, une sorte de sous-mariage en quelque sorte? Pourquoi craignez-vous l'égalité des droits entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels? Un sous-mariage? Non, pas un sous-mariage. Moi, ma position sur ce sujet, elle est ancienne et très établie. Je l'ai exposée sur mon blog dès le mois d'octobre. Je crois deux choses. Je crois qu'il n'y a pas que les couples homosexuels qui souhaitent une reconnaissance de la société doivent pouvoir la trouver. Et doivent pouvoir la trouver mieux que dans le Pacs. Nous avons apporté, dans la mandature précédente, un certain nombre... C'est pas ça. Nous avons apporté un certain nombre d'améliorations au Pacs. Donc, il faut aller plus loin. Cérémonie solennelle en mairie, droits extra-patrimoniaux qui survivent au contrat lui-même. Et c'est ce que j'ai appelé, avec d'autres parlementaires, l'alliance civile. Pourquoi un contrat différent ? Tout simplement pour la question de la filiation. Parce que je crois qu'il y a dans le projet de loi du gouvernement, sur la question de la filiation, l'adoption, la porte ouverte à la PMA et la GPA. Je suis d'accord avec les Verts qui disent que c'est un paquet, qui disent voilà, modifier les conditions d'affiliation, ça va avec la PMA et la GPA. Je suis contre. Bien sûr qu'il y a des enfants qui sont aujourd'hui élevés dans des familles homosexuelles. Mais on peut trouver des solutions à toutes les situations sans pour autant tomber dans la fiction de dire qu'il y a deux pères ou deux mères. Ce que je propose, c'est le système allemand. Les Allemands ont ce système-là. Pendant que vous proposez ça, Jean-François Copé, qui est le président de votre parti, lui était dans la manifestation des Antilles il y a 15 jours. Il a eu tort d'y aller ou raison? Parce qu'il engage le parti aussi. Non, moi j'ai choisi de ne pas y aller. J'ai choisi de ne pas y aller. Il y a un certain nombre de personnes à l'UMP qui ont choisi de ne pas y aller. Et il y a des personnes qui ont des opinions variées sur ce sujet. On n'est pas comme au PS. Nous, on laisse la liberté de vote. Alors, nous, on laisse la liberté d'opinion. Au PS, ils ont choisi d'avoir un seul vote. Ils ne laissent pas la liberté à leurs parlementaires. Je trouve que sur un sujet de société, leur attitude à refuser le débat, à pas vouloir débattre des amendements. Les amendements, ils n'en ont pas débattu. Les amendements dont parlait. Ils auront le temps. D'accord, si la loi est adoptée en tant que maire, vous procéderez à des unions homosexuelles? Ah oui, moi je suis pas d'accord du tout avec ce qu'avait dit François Hollande, qui était de dire il y aura une exception de conscience et les maires pourront refuser de marier. Je trouve que quand on est maire, on est responsable de l'état civil, on applique la loi. Si la loi est celle-là, on dit pas non, pas pour moi, je repasse ce truc à un adjoint et tout. Non, je suis pas d'accord avec ça. Pour ou contre maintenant une question, le retour de la semaine à 4 jours et demi en école primaire, puisque ça a fait débat cette semaine à Paris notamment. Êtes-vous pour ou contre la semaine de 4 jours et demi à l'école primaire? Je ne suis pas du tout pour la manière dont ils le font. Et moi, je voudrais qu'on explore une nouvelle possibilité qui est de raccourcir les vacances d'été. Je m'explique. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que les journées sont trop chargées et qu'il y a trop peu de journées dans l'année. À partir de là, il y a plusieurs solutions. Soit on rajoute le samedi matin, mais avec les familles recomposées, les enfants le week-end, un week-end sur deux, c'est compliqué. Soit on rajoute le mercredi matin. Mais dans la manière dont le fait le gouvernement, en fait, on ne va pas alléger la semaine des enfants, on va l'alourdir. Ils iront aussi longtemps à l'école, du lundi au vendredi, et en plus, ils iront le mercredi matin. Et les profs devront faire l'aller-retour, ils ne seront pas dans la rue pendant ce temps-là. Comment? Ils ne seront pas dans la rue, les orphelins de 16 heures, comme disait Nicolas Sarkozy. Non mais attendez, ils sortiront à la même heure le soir. Oui, la différence, ce sera le mercredi, mais le mercredi, ils ont des activités. Vous proposez donc de jouer plutôt sur les vacances? Moi, je propose de jouer sur les vacances d'été. On a des très grandes vacances, qui sont d'ailleurs une survivance de l'époque où la France était une grande nation agricole, il y avait beaucoup de travaux des champs. On faisait attention, en fonction des régions, à avoir les enfants... raccourcir les vacances d'été? On n'a pas besoin d'avoir d'aussi grandes vacances. Je pense qu'on aurait 15 jours en moins l'été. On allégerait le programme pendant l'année.
et on n'aurait pas ce système paradoxal, en fait, qui est que le gouvernement, au nom de l'allègement de la journée, va alourdir la semaine. Nathalie Kosciusko-Morizet, il nous reste quelques minutes pour parler de dossiers que vous connaissez. Vous avez été ministre de l'écologie. On va revenir sur cette pollution cette semaine à l'usine Lubrizol à Rouen qui n'est toujours pas maîtrisée. Chaque fois, c'est le même message. Tout est sous contrôle. Attention, dormez tranquille. Il n'y a pas de danger industriel. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de transparence et d'information du public dans ce domaine ? Il y a une transparence et une information du public dans ce genre d'entreprise qui est pratiquée au niveau local, à travers des commissions. Mais j'ai surtout envie de vous dire, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il y ait un défaut de contrôle. Le ministère de l'écologie est en charge, et parfois on a l'impression qu'il l'oublie, il en parle très peu en tout cas, est en charge de la sécurité industrielle. Sécurité industrielle et d'ailleurs aussi sûreté nucléaire sont des compétences exclusives du ministère de l'écologie. Ça veut dire des inspecteurs qui sont sur le terrain, qui font des inspections, certaines régulières, certaines inattendues. On a beaucoup augmenté le nombre de ces inspecteurs. Je trouve qu'il faut continuer à mettre l'accent, à mettre le paquet là-dessus, et je ne suis pas sûre que ce soit ce qui est fait. En tout cas, je trouve que le ministère n'en parle pas. Delphine Batho, en l'occurrence, ne fait pas assez Je ne l'ai pas entendu avant cet accident, je ne l'avais pas entendu une seule fois sur les questions de sécurité industrielle. Vous savez, c'est pas très sexy la sécurité industrielle. C'est sûr. C'est pas sexy vis-à-vis du grand public, et c'est toujours compliqué vis-à-vis des industriels, parce que vous êtes un peu l'empêcheur de tourner en rond. Mais c'est très important. C'est un problème que moi, c'est un problème que j'ai avec le gouvernement Hollande sur la manière dont ils ont fonctionné sur l'écologie. Un mois après la formation du gouvernement Hollande, on fait sauter le ministre de l'écologie, Nicole Bricq, parce qu'elle a eu un conflit avec les industriels. Oui, elle a été en conflit avec les pétroliers sur l'affaire des forages offshore en Guyane, et donc on l'a fait sauter. C'est-à-dire qu'on cède à la pression des industriels. C'est un très mauvais signal qu'on envoie au monde de l'industrie que de dire si vous n'êtes pas content, la ministre de l'écologie sautera. Parce qu'il y a forcément des conflits quand vous êtes ministre de l'écologie, et il faut savoir y résister, et il faut avoir derrière un Premier ministre et un Président de la République qui tiennent bon aussi. Vous parliez de sûreté nucléaire. On va parler de Fessenheim, justement, la plus vieille centrale de France. Delphine Batho a confirmé vendredi qu'elle fermera bien d'ici 2016-2017. Ça fait 2200 emplois directs ou indirects concernés. On se souvient que Nicolas Sarkozy était allé soutenir les salariés de Fessenheim. Alors, il faut choisir quoi? La sûreté nucléaire et fermer Fessenheim ou les emplois? Mais surtout, il faut éviter d'appliquer l'idéologie aux questions de sûreté nucléaire. On a une autorité de sûreté nucléaire indépendante qui nous est vraiment très reconnue et reconnue à travers le monde. Elle a dit sur Fessenheim, soit vous fermez maintenant, soit vous faites des investissements. Épaississement du radier, source froide alternative au Grand Canal d'Alsace. Vous faites des investissements pour pouvoir poursuivre l'exploitation, l'un ou l'autre. Et moi je dis, il faut choisir. Mais il ne faut pas faire ce que fait le gouvernement. On fait des investissements et on fermera après. Parce qu'à ce moment-là, les investissements, ils ne sont pas amortis. On perd beaucoup d'argent. En plus de perdre les emplois, bref, on perd tout. Pour des raisons idéologiques. Pour terminer, un homme qui refait parler de lui, c'est Bernard Tapie, parce qu'il a fait reparler de lui, parce que cette semaine, il a été perquisitionné chez lui à cause de l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. Il a reçu 285 millions d'euros d'indemnité, 400 millions avec les intérêts. Et aujourd'hui, il rachète un groupe de presse, La Provence, dans le sud de la France. Comment est-ce que vous analysez cette reconversion? Oh, bah, c'est pas la première reconversion de Bernard Tapie. Dans la presse, c'est peut-être sensible. Mais il a fait aussi du théâtre, il a fait... La presse, c'est pas plus sensible? Bah, si vous voulez, c'est bien, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même qu'il y ait des gens à un moment, je ne connais pas particulièrement, je sais qu'il y a une commission d'enquête, ou il y a un débat pour une commission d'enquête sur la Provence, je ne connais pas particulièrement les tenants et les aboutissants du rachat de la Provence, mais vous voulez interdire à certaines personnes de racheter les journaux? Bernard Tapie, dans la presse, ça vous percute pas plus que ça? Mais au nom de quoi vous lui interdisez? Non, je vous pose la question. Au nom de quoi vous lui interdisez? Je veux dire, vous voulez faire une liste positive de ceux qui peuvent investir dans la presse ou une liste noire de ceux qui ne peuvent pas y investir? On est dans un pays libre, il a bien le droit d'y investir. Après, ça plaira ou ça plaira pas aux électeurs locaux. Oui, ils auront l'impression. C'est intéressant. Mais oui, aux électeurs, parce que vous parlez pas d'électeurs. Parce que tout le monde dit que c'est pour s'intéresser voilà. à la Est-ce que vous l'imaginez candidat au municipal à Marseille? Mais j'ai entendu comme vous. J'en sais rien. Mais ce que je suis sûre, c'est que dans une élection, dans une vie démocratique, c'est l'électeur in fine, je suis sûre, c'est l'électeur in fine qui choisit, qui décide. Oui. Il est libre de racheter la Provence. Et puis les électeurs derrière, s'ils se présentent, eh ben, ils seront bien libres de dire si ça leur a plu ou pas plu. Et ce serait un bon candidat UMP? Et vous savez, par il exemple, faut pas prendre les gens pour des oiseaux. Les électeurs, s'ils se présentaient à la mairie de Marseille, ils verront bien que c'est un peu dans cette perspective-là qu'il a racheté le journal. Donc ils en jugeront eux-mêmes. Ils sont pas fous. Tout le monde l'a dit maintenant qu'il avait racheté la Provence. Les électeurs qui liront la Provence, ils sauront bien que c'est Bernard Tapie qui est le patron. Et ils se feront leur propre idée. Merci, Nathalie. On ne va pas les mettre sous tutelle. La démocratie, c'est ça. Ok, merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche.